Merci Sandrine, bonjour chers collègues. Je ne suis pas encore chef de service, hein. Je travaille maintenant depuis quelques mois aux urgences dans l'idée en effet d'en devenir le responsable, mais je viens ici, bon, en tant que réanimateur avant tout, ça fait 20 ans que je fais ça, et pour donc aborder le rôle du réanimateur finalement à la sauve ou au déchocage, comme on veut l'appeler, je l'appellerai ça la sauve. Et quand j'y ai réfléchi, là aussi, je confirme que c'est un peu un exercice de style finalement. J'avais peur d'être ou redondant ou contradictoire, je suis rassuré par le topo de Dominique Savary, et on peut le résumer à la question suivante, à mon avis, le réanimateur finalement acteur ou consultant à la sauve. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et là aussi, tout comme Dominique, je me suis replongé un petit peu dans les recommandations. Je les ai pas lues au même endroit, finalement, donc c'est très bien. J'ai eu confirmation que la sauve est un lieu d'accueil dans les urgences de patients ayant une détresse vitale existante ou potentielle, bien entendu. Mais que la sauve ne correspond ni à un lit de réanimation, ni à un lieu d'hospitalisation. Donc, introduit bien la notion que ce n'est pas un lieu où on est censé rester longtemps, mais un lieu de séjour de très courte durée, en l'occurrence quelques heures au maximum. Et il est bien écrit d'ailleurs dans le décret que tout service d'urgence dispose d'au moins une salle de sauve comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate. Il est écrit dans les recommandations que la sauve doit être libérée dès que possible et donc intervient déjà d'emblée, ça va être le cas dans tout le topo, mais la notion de différence d'organisation locale. Dans un service d'urgence où il n'y a qu'un poste de sauve, il est évident que l'idée de le libérer le plus rapidement possible va devenir une obsession dans l'esprit des urgentistes. Si, comme dans mon hôpital, il y a 4 voire 6 postes de sauve, la situation est relativement différente. Chose aussi extrêmement importante que peut-être Karine Tazarourt abordera au cours de son topo, c'est clairement écrit que tout personnel affecté à la sauve, qu'il soit médical ou paramédical, doit avoir bénéficié d'une formation d'adaptation à l'emploi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui va animer ma réflexion, mon expérience, mon retour d'expérience sur le rôle du réanimateur. Il n'y a pas que le réanimateur, il y a l'équipe de réanimation dans la prise en charge de ces patients. Dans mon hôpital, qui est pourtant un CHU, les infirmières des urgences, lorsqu'elles arrivent, elles sortent du DE et elles ont une formation d'adaptation à l'emploi à la sauve d'une demi-journée. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la formation d'adaptation à l'emploi que les infirmières peuvent avoir en réanimation. Quelques constats pour compléter ça. La prise en charge des patients avec détresse vitale fait partie intégrante de la médecine d'urgence. Tout le monde est d'accord là-dessus. Comme l'a dit Dominique, c'est une spécialité maintenant à part entière, en transition de la CAMU au DESC, bientôt au DES. Les médecins urgentistes, pour les plus jeunes, ont tous fait des stages en réanimation et ils aspirent à prendre en charge les patients les plus lourds pendant leur prise en charge immédiate, et c'est tout à fait légitime. Cependant, la formation des médecins des urgences, à mon sens, dans la prise en charge de ces patients, progresse, mais il reste hétérogène. Là encore, je prends l'exemple de mon hôpital. Il y a 25 environ urgentistes qui travaillent et qui prennent aussi des gardes, mais il y a aussi 25 chefs de clinique assistants qui prennent des gardes, qui s'occupent de patients à la sauve et qui sont parfois dermatologues, santé publique. Donc évidemment, il y a une énorme hétérogénéité dans la formation et l'expérience de ces patients, de ces médecins, dans la prise en charge de ces patients les plus lourds. Enfin, un constat aussi important, qui à mon avis influence beaucoup les médecins aujourd'hui, c'est que certaines sauves sont de mieux en mieux équipées. Quand on les regarde, des fois, ça ressemble finalement quasiment à un box de réanimation ou au moins un box de déchocage de réanimation. Et donc on peut être évidemment tenté d'y faire de la réanimation prolongée, mais il va falloir faire attention à tout ça. Alors de fait, on fait de la réanimation, en tout cas de l'activité, de la prise en charge de patients de réanimation aux urgences. C'est le cas en France. C'est le cas aussi à l'étranger. Cette étude canadienne, vous voyez, c'est globalement une étude monocentrique. 1 an au Canada, 178 patients dans ce service d'urgence qui ont nécessité une prise en charge en réanimation. Il reste en moyenne, tout comme l'a dit Dominique tout à l'heure, environ 5 heures
aux urgences et sont le plus souvent sous la responsabilité de l'urgentiste. Donc on est vraiment dans le modèle, là, vous voyez, de l'urgentiste s'occupe du patient jusqu'à ce qu'il soit transféré en réanimation. Et donc la sauve doit être prête, dans certains cas, à devenir réellement une extension de la réanimation pendant les premières heures de la prise en charge. On y fait des gestes lourds. Sur ces 178 patients, vous voyez, 80 ont été intubés aux urgences, 10 ont eu une pose de cathéter veineux central, 14 de cathéter artériel, 4 de drain thoracique. Donc on y fait des gestes lourds et il faut y être prêt et formé. Et au milieu de tout ça, comment positionner le réanimateur finalement? Doit-il être l'acteur et prendre en charge le patient dès qu'il arrive, dès qu'il est étiqueté comme potentiellement réanimatoire, informer la famille aussi, ou doit-il être conçu comme un consultant finalement, quelqu'un qu'on va appeler pour confirmer ou pas l'indication de réanimation et lui transférer le patient dans son service sans que lui n'intervienne dans la prise en charge. Pour ne pas être le seul à répondre à cette question, j'ai demandé un petit peu l'avis de collègues réanimateurs, sur toutes ces CHU, parce que je connais plus de médecins, nos activités notamment de la SRLF, etc., nous font connaître beaucoup de monde, mais on est un petit peu, finalement, plutôt dans le monde universitaire. Donc j'ai contacté 35 réanimateurs de 35 hôpitaux différents, dont environ 25 CHU. Leur première question que je leur ai posée, c'est est-ce que, globalement, fréquemment dans votre hôpital, des patients sont amenés à la sauve, donc des urgences, alors qu'ils sont ventilés mécaniquement et confiés aux médecins urgentistes. Et vous voyez, dans un quart des cas, ils répondent oui. Donc ça veut dire, de fait, qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux où les urgences servent d'accueil des patients de réanimation en première intention. Donc ça, c'est un constat fort. Deuxièmement, à la question êtes-vous appelé, quand êtes-vous appelé finalement en tant que réanimateur aux urgences? Alors c'est leur réponse, hein, évidemment. Ils estiment qu'ils sont appelés dès qu'il y a indication potentielle de transfert en réanimation dans 40% des cas. Après prise en charge initiale, hors ventilation catécholamine, jamais. Par contre, parfois après mise en place de ventilation mécanique et catécholamine, et dans une proportion non négligeable, vous voyez, ça dépend des urgentistes. Donc en gros, il y a une hétérogénéité très importante dans le moment de l'appel du réanimateur qui peut être plus ou moins tôt et qui donc témoigne là encore de l'hétérogénéité à la fois des pratiques et puis de l'expérience probablement des urgentistes. Quand on leur demande aux réanimateurs, ne vous inquiétez pas de ça, concernant l'intervention de votre équipe aux urgences, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez être appelé très tôt, finalement, ou très tard, une fois que le travail est fait? Eh bien, l'immense majorité, quasiment tous, répondent qu'ils veulent être appelés le plus tôt possible, dès que le patient est susceptible de nécessiter une prise en charge de réanimation. Un tiers, vous voyez, sont amenés à prendre en charge pendant plusieurs heures des patients aux urgences par manque de place. Donc c'est un facteur important à prendre en considération, on le reverra. Ils sont rares à considérer que le déchocage est un endroit finalement où les conditions sont aussi bonnes que la réanimation pour prendre en charge ces patients et préfèrent y laisser, ne vous choquez pas, les patients le moins longtemps possible pour pouvoir être dans un milieu de compétences et d'environnement technique probablement plus adapté. Il y a 3 raisons, à mon sens, que j'ai repris d'appeler le réanimateur. La première, celle qui m'est venue en premier à l'esprit, parce que c'est l'impression qu'on a en tant que réanimateur de quelle est la question que l'urgentiste va nous poser de l'autre côté du téléphone, c'est pour décider de l'orientation du patient en réanimation. Et par derrière, c'est une notion importante parce qu'il y a l'idée, plus ou moins vrai, on va le voir, qu'un transfert précoce en réanimation peut améliorer le pronostic des patients. Vous voyez des grosses séries, hein, aux États-Unis, 50 000 patients qui ont été classés en admission, donc des urgences rapides en réanimation, moins de 6 heures, ou avec un délai plus de 6 heures. Le fait d'être admis, vous voyez en bas ici, avec un délai est très significativement associé au pronostic. Certes. L'avantage notamment de cette étude, c'est d'avoir ajusté ce résultat en fonction de la catégorie diagnostique.
Parce que, vous l'avez remarqué aussi, c'est une évidence, certains patients sont admis en réanimation plus vite que d'autres. Les sepsis attendent plus. Les traumatisés, les SCA attendent moins. Donc si on voit de façon basique la notion de délai, on évalue les choses de façon seulement parcellaire. Une autre équipe, une autre étude, cette fois-ci, qui va dont les résultats vont dans le même sens. Beaucoup plus petite, vous voyez, c'est une expérience monocentrique. On est dans une réanimation brésilienne, 400 patients inclus, 270 sont admis non immédiatement, avec un délai, et 130 sont admis immédiatement. Ce sont des patients qui ne sont pas aux urgences, mais qui sont dans les services de l'hôpital. D'accord ? Donc ça, il faut déjà le comprendre. Même résultat, le temps d'attente est corrélé au pronostic. Après, si on gratte un peu, en attendant, les patients restent en service. Il a besoin de réanimation, mais il reste en service, ne sera pas plus surveillé que ne le peut le service. Et puis, dans ce pays, vous voyez, on adopte la règle du premier arrivé, premier servi. Il y a une sorte de liste d'admission en réanimation. Vous êtes sur la liste, vous êtes en troisième, il faut attendre qu'une place se libère, et vous serez ensuite pris en charge correctement. Par contre, d'autres études vont donner des résultats très différents. Là aussi, une expérience monocentrique, vous voyez, en Angleterre, à Londres, plus près de nous, 1600 patients, dont 150 sont admis plus de 3 heures après la décision d'admission. Parmi eux, la grande majorité, une fois que la décision d'admission en réanimation, alors qu'ils sont en service, est prise, ils sont descendus en salle de réveil de l'hôpital. Ben là, cette fois-ci, le délai d'admission, le retard à l'admission en réanimation n'intervient plus comme facteur associé au pronostic. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est que ce n'est pas le lieu qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas de transférer tout de suite le patient en réanimation. Ce n'est pas une question de géographie. C'est une question de surveillance. Il faut qu'il soit transféré au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir être à la fois monitoré, surveillé, et qu'il y ait du personnel qui soit, on va dire, pas débordé par ailleurs pour s'occuper de lui. Dans un certain nombre de cas, le réanimateur, aux urgences, va être amené à refuser le patient. Dans la majorité des cas, c'est parce qu'il n'est pas assez grave, parfois parce qu'il est trop grave, avec la notion de futilité de la prise en charge en réanimation. Mais une chose très importante à bien comprendre quand on est urgentiste, c'est que dans un nombre non négligeable de cas, parfois majoritaire, il refuse le patient pour des raisons purement organisationnelles, et notamment le fait qu'il n'a pas de place en réanimation. Théoriquement, les facteurs de refus ou d'admission du patient doivent être des facteurs liés au patient. Il a une pathologie aiguë, elle est sévère, elle a de grandes chances de guérir, le patient n'a pas trop de comorbidité, et on peut imaginer, en se projetant un peu dans l'avenir, que les séquelles et la qualité de vie ultérieure ne seront pas trop importantes. Donc vous voyez, c'est un exercice difficile qui doit conjuguer l'état actuel du patient avec la projection dans l'avenir du pronostic du patient. Mais ces facteurs liés au patient, finalement, ne sont pas dominants. Je vous le disais, cette étude qui a été coordonnée par Maïté Garouste il y a quelques années, c'était une étude multicentrique, plusieurs services de réanimation sur un mois, 578 patients, vous voyez, dont environ un cinquième, 20%, vont être refusés. Qu'est-ce qui fait que ces patients sont refusés? Le facteur principal, c'est qu'il est totalement dépendant. Il y a aussi le cancer métastatique, vous le voyez un petit peu plus bas. Mais les facteurs le plus souvent associés sont aussi l'absence de lit disponible, l'heure d'admission, le mode d'admission, etc. Donc il y a des contingences organisationnelles qui sont majeures. Concernant ce refus d'admission pour réanimation pleine, René Robert et leur groupe de réanimateurs du Centre-Ouest avaient, dans ce travail récent, comparé le pronostic de patients, vous voyez à gauche, non admis parce que la réa était pleine. Ils avaient une indication de réanimation, mais ils n'ont pas pu y aller parce que la réa était pleine. Et les patients, au contraire, admis immédiatement. Sur ces patients non admis immédiatement, vous voyez, il y en a un petit nombre qui vont l'être secondairement ou rapidement parce qu'on aura luxé un patient de réanimation. D'autres le seront lors d'une seconde tentative. Finalement, ça n'a pas marché le premier coup. Le patient va aller ailleurs, il va aller en service, puis il va finalement continuer de s'aggraver, il va être remis en réanimation, ou les patients jamais admis. La moitié des patients de cette étude, globalement, vous voyez, venaient des urgences, avec la proportion admis-non admis qui est à peu près la même. Donc le message, notamment, c'est
on n'accepte pas ou on refuse pas plus de patients, en tout cas dans le centre-ouest, parce que le patient est aux urgences que parce qu'il est en service ou dans un camion de SAMU. Mais les deux messages très importants de cette étude, notamment si on la lit un peu entre les lignes, c'est que la mortalité des patients refusés pour réa pleine, certes, n'était pas supérieure, mais par contre, quand on regarde le sous-groupe des patients admis à la seconde tentative, elle est supérieure. Et le message par derrière fort, à mon avis, c'est qu'à partir du moment qu'on soit urgentiste, réanimateur, on a un patient qui, aux urgences, a besoin d'être en réanimation. Si on est plein, la mauvaise solution, c'est de le mettre en service. La bonne solution, c'est de le transférer dans un autre hôpital, si, évidemment, on est dans une zone géographique qui le permet. L'évaluation du risque de mortalité est difficile pour le réanimateur comme pour vous. En effet, d'un côté, les patients jugés pas assez graves vont avoir quand même une certaine mortalité, 7 à 24% selon les études. À l'inverse, chez les patients qui sont refusés car trop graves, il y en a qui survivent, 10 à 40%. Donc c'est un exercice extrêmement difficile dans lequel les scores de gravité ont une aide qui est extrêmement limitée, raison pour laquelle on ne les utilise pas finalement lors du triage en réanimation. Concernant les refus pour manque de gravité, 10%, vous voyez, des patients refusés initialement seront secondairement admis, en moyenne 4 jours après la première demande. Et la mortalité de ces patientes n'est pas différente de ceux initialement admis. Donc, quand on a besoin de réanimation, il faut y aller. Quand, par contre, on n'a pas besoin de réanimation parce qu'on n'est pas assez grave, ce n'est pas une catastrophe, on peut aller en service, quitte à être admis secondairement en réanimation si l'état se dégrade. Au bout du compte, il y a souvent du doute dans l'esprit du réanimateur. Une grande majorité admettent des patients sans être convaincus de l'utilité de les admettre. Les principales raisons, c'est je ne sais pas comment il va évoluer cliniquement, il est limite. La deuxième raison, c'est le délai souvent insuffisant pour les limitations thérapeutiques. On est extrêmement gêné de façon péremptoire d'arriver et de dire ce patient ne doit pas aller en réanimation, il doit être limité d'emblée. Ce qui a conduit à la notion, qui se développe un peu, de réanimation d'attente. Qu'est-ce que c'est? C'est, si on peut, une politique d'admission large en réanimation, où on réévalue en quelque sorte le patient et sa réponse aux thérapeutiques après quelques jours. Ça conduit à plus d'admissions, mais théoriquement des séjours raccourcis, puisque les patients qui n'ont pas répondu à la thérapeutique vont faire l'objet de limitations thérapeutiques précoces. Ça a un bénéfice pour l'entourage, ça évite d'avoir à dire aux familles « il n'ira pas en réanimation ». Ça a un bénéfice aussi pour l'urgentiste, pour lequel ça va éviter qu'il se retrouve finalement avec le bébé sur les bras, un patient qui pour eux est potentiellement réanimatoire, mais dont le réanimateur a dit de façon péremptoire « rideau, le volet est fermé ». La notion de constante de temps, 3 jours, disparaît plus ou moins au profit de la notion de premier épisode pathologique. On va essayer quelques jours, traiter l'infection pour laquelle il vient. Si le traitement ne répond pas, on abandonnera le traitement avec une notion qu'il faut, avec l'aide du réanimateur, bien briefer et préciser ces choses-là à la famille pour que le discours soit clair d'emblée. Au bout du compte, les réanimateurs, vous voyez cette jolie phrase, doivent toujours rester les avocats des besoins de leurs patients, quelle que puisse être la pénurie ou la dépense. Et le message par derrière, c'est évidemment que quand un urgentiste se voit dire « je n'ai pas de place, débrouille-toi », c'est un discours qui, a priori, n'est pas recevable et contre lequel, à la fois les réanimateurs, les urgentistes, doivent lutter et s'ériger. La deuxième raison, évidemment, pour laquelle on appelle le réanimateur, théoriquement, ça devrait être la première, je pense, c'est la prise en charge spécialisée précoce. Ces travaux déjà anciens, mais qui ont été répétés, montrent bien que c'est sur les 6 premières heures, vous voyez, aux urgences, que la différence se fait entre les patients septiques qui vont survivre, dont le score de gravité diminue, et ceux qui ne vont pas survivre, dont le score de gravité va augmenter. Pour moi, il y a 2 messages par derrière. Le premier, c'est, encore une fois, on a appelé le réanimateur, il va venir, donc j'arrête de m'occuper du patient. C'est très risqué, parce qu'on ne sait pas quand le réanimateur va venir, et considérer qu'une fois qu'on a eu quelqu'un au téléphone, c'est qu'on passe la main, c'est très dangereux. Le deuxième message, c'est pas parce qu'un patient s'améliore très vite qu'il ne va pas avoir besoin d'aller en réanimation, parce que certes, il s'est amélioré, on le voit, il a plus de chances de survivre, mais il faut en quelque sorte pouvoir transformer l'essai. Il y a une corrélation entre
le délai entre l'hypotension du choc septique et l'administration d'antibiotiques et la survie. Et ça se voit de façon très précoce, dès la première heure. Et donc la notion de prise en charge précoce, Dominique Savary l'a dit, est fondamentale. Dans les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, ces points doivent être réalisés dans les 3 premières heures. Mesurer le lactate, avoir des hémocultures, donner les antibiotiques à large spectre, faire un remplissage. C'est tout à fait faisable à la sauve et il n'y a pas besoin d'un réanimateur pour ça. Mais il y a une condition, à mon sens, et mon petite expérience maintenant des urgences me le montre quand même, c'est qu'on ait le temps. Parce que la notion d'engorgement des urgences, la notion anglo-saxonne de crowding, est quelque chose qui est votre quotidien et qui est la plaie de l'urgentiste, à la fois morale et dans son travail clinique. Plus les urgences sont engorgées, vous voyez, en fonction du taux d'engorgement des urgences, plus le délai à la prise en charge augmente. Ça a été montré pour les infarctus, par exemple. Et de façon globale, il semble, les travaux récents le montrent, qu'il y a une corrélation entre l'engorgement des urgences, le fameux rapport EDOR, c'est-à-dire le nombre de patients à un moment donné dans les urgences sur le nombre de lits, le nombre de brancards, le nombre de box des urgences, et la mortalité. Et cette corrélation se voit sur les 3 premiers jours de la prise en charge. Donc plus les urgences sont engorgées, plus le risque que les patients graves meurent est important. Ça a de nombreuses explications. Ça augmente le temps d'attente, le temps de transport, parce que les patients sont détournés, ils passent du temps dans l'ambulance. Certains partent sans être vus, mais enfin, vont rarement mourir, bien que. On peut imaginer des patients qui ont un infarctus et qui vont partir parce qu'ils n'ont pas été vus. Mais surtout aussi les délais de triage, les délais de transfert d'examen, etc. En réanimation, il y a un réanimateur, une équipe, un interne, etc., si au moins on est dans un CHU, qui peuvent être voués aux patients. Enfin, dans ce cadre de cette prise en charge spécialisée, il y a d'autres choses pour lesquelles les réanimateurs peuvent être appelés, notamment, par exemple, faire des échographies. On le voit ici, je ne vais pas détailler, mais on peut très facilement, avec l'échographie, faire la différence entre défaillance cardiaque et choc septique. Si on arrive à faire la différence, on améliore le pronostic des patients, etc., etc. Et même s'il y a de plus en plus de services d'urgence où il y a des urgentistes qui sont formés à l'échographie et des services qui ont des échographes, il y a quand même encore, à mon avis, encore aujourd'hui, beaucoup plus de services de réanimation qui ont cette compétence. La troisième raison pour laquelle on appelle le réanimateur, et pas des moindres, c'est discussion de limitation thérapeutique. Un tiers des décisions de limitation prises par les réanimateurs le sont en dehors de la réanimation, et la moitié, globalement, sont faites aux urgences. Donc je ne veux pas dire que c'est notre quotidien, mais c'est extrêmement fréquent. Dans cette étude, vous voyez, française, qui avait repris les données, les patients décédés de 174 services d'urgence sur 4 mois, des limitations thérapeutiques. Vous voyez, alors, 2500 patients sont morts pendant cette période dans ces services, dont 2000 après des limitations thérapeutiques. Elles sont mises en place en moyenne 2 heures après l'admission, et vous voyez qu'il y a une notion de collégialité qui est souvent respectée. Comme beaucoup de patients sont intubés, même si le rôle du réanimateur n'est pas précisé dans l'étude, il y a fort à parier quand même que le réanimateur est souvent impliqué dans ces décisions de limitation thérapeutique. Pour conclure, mes quelques dernières diapos, il y a différents modèles qui sont décrits, on peut les lire dans la littérature, notamment anglo-saxonne. Le modèle, on va dire ICU modèle, intervention rapide de la réanimation avec relais d'emblée, globalement. Donc le rôle de l'urgentiste se limite à l'identification du patient. Ce n'est pas déjà un rôle minime, mais peut être considéré comme frustrant par l'urgentiste quand même. À l'inverse, le modèle vraiment urgence, jusqu'à ce que le patient ait quitté les urgences, c'est l'urgentiste qui fait tout, et le réanimateur intervient en tant que consultant finalement, avis sur l'admission. Et puis ce qu'on doit, à mon avis, prôner, notamment parce que les conditions locales sont extrêmement différentes selon les hôpitaux, et donc on ne peut pas prôner l'un ou l'autre, mais évidemment un modèle collaboratif dans lequel l'appel à réanimation doit se faire dès qu'on a identifié le patient et dès qu'on a mis en route le traitement initial. Le relais avec le réanimateur se fait plus ou moins vite, plus ou moins tôt, avec, si possible, poursuite de l'implication de l'urgentiste, s'il en a le temps, parce qu'il a à côté une colonne avec 10, 20, 30 patients qui est en train de se remplir. Pour conclure, les urgentistes aspirent légitimement à pratiquer la réanimation des premières heures. Ils doivent le faire, à mon sens, à condition qu'ils en aient le temps, et ça dépend des moments.
Si le personnel médical et paramédical est suffisamment formé et de manière homogène, et donc les services d'urgence et les équipes d'urgentistes doivent bien réfléchir à savoir s'adapter au plus petit dénominateur commun. Ce n'est pas parce qu'un urgentiste se sent des ailes qu'il va faire certaines choses, il va donner un mauvais exemple et va permettre à des médecins et des paramédicaux qui ne sont pas formés de faire la même chose, ce qui est probablement une mauvaise idée. Enfin, le tout, l'idéal, c'est de le faire avec des protocoles discutés avec les réanimateurs. Pour conclure, et c'est ma dernière diapo, je voudrais vous convaincre qu'il y a 2 raisons concrètes d'appeler le réanimateur très tôt. La première, c'est de ne pas se lancer dans des soins non justifiés car futiles. C'est toujours très désagréable pour vous, pour nous, pour les familles de se retrouver avec un patient qui a été intubé, équipé, mis sous amine, etc., pour lequel on va finalement dire à la famille « il faut tout arrêter ». Deuxièmement, et peut-être la principale raison, c'est une raison purement organisationnelle de pouvoir influencer les flux de patients en réa. Plus on nous prévient tôt, et plus, évidemment, on pourra faire des places tôt, et plus on pourra faire notre planning de mouvement de réanimation de la journée. Merci de votre attention.